Bienvenue IDFM 98 de la bande FM, bienvenue sur cette antenne pour un au-delà du miroir ce soir avec Sarah Sauquet. Elle est enseignante, conférencière, co-créatrice en 2012 d'une application sur internet qui s'appelle Un texte, un jour. Puis en 2013, un poème, un jour. On va l'accueillir aujourd'hui autour d'un ouvrage, un coaching littéraire pour séduire en 7 étapes qui s'appelle, tenez-vous bien, la première fois que Bérénice vit Aurélien, elle le trouva franchement con. Sarah Sauquet, bonsoir. Bonsoir Joël. Alors, on s'est rencontrés déjà dans un hôtel littéraire où vous faisiez une signature qui s'appelle Chez Swann, au 15 rue de Constantinople, et qui était un hôtel littéraire entièrement consacré à Marcel Proust. Oui, tout à fait. C'est un hôtel donc situé à Paris, près de la gare Saint-Lazare et dans le quartier où a vécu Marcel Proust pendant de longues années, notamment son enfance. Et l'hôtel est un établissement entièrement dédié à l'écrivain. Et il se trouve qu'on s'est rencontrés à la soirée de lancement de mon ouvrage qui était faite dans cet établissement. Et comme mon ouvrage parle de Proust, c'était à la fois un honneur pour moi et un très beau clin d'œil à l'ouvrage. Alors l'ouvrage ne parle pas que de Proust, mais dans cet hôtel, chaque chambre, vous les avez visités, chaque chambre a une histoire autour de Proust. Chaque chambre a une histoire et en fait l'hôtel est en lui-même un véritable concept littéraire. Il a été créé par un passionné de Proust et de littérature en général. Et l'hôtel est un hommage à Proust et à son univers. Chaque chambre est dédiée à un personnage de l'œuvre ou à un aspect différent de l'œuvre. Chaque étage de l'hôtel est consacré à différents chapitres, aux différents romans de son œuvre. Et on peut aussi retrouver plusieurs collections privées de livres ou d'objets qui ont appartenu à Proust et qui relèvent de son univers. Donc réserver une chambre et dormir à l'hôtel Swann, c'est vraiment redécouvrir l'œuvre de Proust d'une manière différente et originale. Et aussi un bar en bas. Oui, il y a aussi un bar où il y a des cocktails qui reprennent les noms de l'œuvre de Proust ou des personnages. Donc oui, le concept est décliné, que ça soit culinairement ou au niveau des alcools ou de... Oui, tout à fait. C'est décliné à foison. Alors, il s'appelle Le Swann, hôtel littéraire au 15 rue de Constantinople. Et puis ce monsieur a créé 2 autres hôtels en France qui ont un sur Flaubert. Un sur Flaubert qui est à Rouen, qui est vraiment un magnifique hôtel que je vous invite à découvrir. Très très bel endroit dans Rouen, dans la ville, mais en même temps dans un cadre très protégé. Donc sur Rouen, à Flaubert, Rouen, ville natale de Flaubert. Et un dernier hôtel qui est l'hôtel Alexandre Vialat à Clermont-Ferrand. Et Vialat, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un auteur auvergnat. Alors, c'est la première fois que Bérénice vit Aurélien, elle le trouvera franchement con. Vous parlez dans votre livre d'un personnage qui s'appelle Orlando, oui. qui est moitié homme, moitié femme, on peut dire. Moitié homme, moitié femme. En fait, Orlando, qu'est-ce que c'est ? C'est le héros d'un roman de Virginia Woolf. Virginia Woolf, romancière anglaise du début du XXe siècle. Et il se trouve que ce roman Orlando, qui est un roman qui fait 600 pages, qui est assez long, assez obscur, raconte l'histoire sur 4 siècles d'un héros, donc Orlando, qui au début du roman est un homme à la cour de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, et qui dans sa vie va se transformer en femme et évoluer alternativement de femme à homme au cours des siècles. Et on suit toutes ces aventures, et il se trouve en fait que quand j'ai écrit mon livre, qui est un livre sur les relations amoureuses et sur comment trouver l'amour, et comment trouver l'amour en se suivant des exemples de la littérature, j'ai été à un moment confrontée à un problème linguistique ou bêtement grammatical. C'était que je voulais que le livre s'adresse à tout le monde, homme ou femme. Et donc j'ai choisi de désigner la personne aimée ou la personne désirée comme étant Orlando. Orlando pouvant en être un homme ou une femme. Et pas seulement le frère de Dalida. Voilà. Alors, bercé depuis votre adolescence par les chefs-d'œuvre de la littérature amoureuse, vous avez longtemps cru que l'amour, le vrai, frapperait à votre porte comme par enchantement, telle une Emma Bovary, rêvant à sa fenêtre. Alors, est-ce que vous y croyez encore ? Que ça va venir frapper à votre porte ? Ou que c'est le facteur Je pense que si je n'y croyais plus, je n'aurais peut-être pas écrit ce livre. Oui, d'une certaine façon, j'y crois encore et je crois toujours à l'amour. Et ce livre est quelque part un hommage à l'amour et
et au fait qu'à mon sens, il faut y croire et qu'on ne peut pas rencontrer l'amour si on n'a pas envie aussi un peu de tomber amoureux. Maintenant, ce que j'essaye de dire dans ce livre et que j'ai appris avec les années, avec les expériences, c'est que on peut tomber amoureux, croire en l'amour, tout en étant nuancé ou plus lucide dans ses choix ou plus averti. Voilà, c'est vraiment l'idée du livre, une des idées du livre. Alors vous dites qu'à ceux qui s'interrogeraient sur l'intérêt d'un énième ouvrage sur l'amour et la séduction, vous aimeriez répondre ceci: je suis profondément convaincue que l'amour est la grande affaire de notre vie, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on lui demande autant. Le reste n'est que littérature. Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, pour ceux qui n'ont pas lu beaucoup, on se retrouve avec tout un tas d'histoires d'amour au travers des œuvres littéraires. Hein. Oui, c'est vraiment l'idée. L'idée, c'était prendre des passages clés de la littérature, parce qu'il faut quand même dire que l'amour est un des grands thèmes universels de la littérature, que ça soit d'Ulysse et Pénélope, en passant par Tristan et Iseut ou Emma Bovary et Charles. Enfin, l'amour est un thème absolument universel. Je crois qu'il nous touche tous. Et ce que je voulais montrer, c'est que si on prenait des scènes très classiques de la littérature, elles résonnaient de manière très moderne et intemporelle en nous encore aujourd'hui. Alors vous, la première chapitre, d'abord, il y a une espèce de questionnaire où on regarde un peu quel séducteur ou séductrice on est, donc ça on va pas le faire à l'antenne. Est-ce que on cherche à séduire ou est-ce qu'on cherche à se mettre en couple? Est-ce que l'amour c'est de séduire l'autre ou est-ce que ça va plus loin? C'est intéressant de se poser la question. Si le fait de séduire ça suffit pas déjà. Peut-être que séduire c'est déjà une première approche, c'est une première étape. Et si après on est en couple et qu'on est amoureux mais qu'on arrête de séduire, est-ce que le couple va se maintenir? C'est une des questions qu'on peut se poser. J'aime à penser que si la séduction disparaît, il y aura peut-être plus d'amour à un moment où le couple ne va plus durer. Il y a plein de façons de séduire. On peut séduire en cherchant l'amour et en étant en couple aussi. C'est la chanson d'Aznavour, toutes les salées. On la passera pas. Alors, avant de vous prêter, tel Dorante ou Sylvia, au grand jeu de l'amour et du hasard, une deuxième question s'impose. Est-ce qu'on est prêt? Comment savoir si on est prêt? Je sais pas si on peut vraiment répondre à cette question. Je pense qu'on peut en tout cas cerner ses envies. Certaines personnes peuvent savoir si elles sont prêtes à rencontrer l'amour, si elles désirent être en couple. D'autres désirent, par exemple, et ça peut être très bien, seulement s'amuser ou faire des rencontres anodines. Je pense qu'on peut quand même à un moment se dire, bah oui, j'aimerais être en couple. Ça, c'est une première étape. Après, c'est pas parce qu'on en a envie qu'on sera prêt effectivement à se lancer dans une histoire et à s'impliquer émotionnellement. C'est encore une autre étape. Alors, troisième question, se demander quels sont nos atouts, hein, pour ceux qui n'ont pas confiance en eux ou en elles. Et si on ne voit pas vraiment, n'hésitez pas à interroger votre entourage proche afin qu'il vous aide à prendre confiance en vous. C'est intéressant, ça, de demander aux autres quels sont nos points forts. Mais si on n'arrive pas à trouver nos propres points forts, je pense qu'un entourage bienveillant et vraiment proche, parce qu'il faut vraiment de la bienveillance là-dedans. On est souvent dans des situations de fragilité. Oui, un entourage proche pourra nous aider à trouver nos points forts. Et comme je le dis, si on peut pas s'aimer soi-même, c'est dur d'aimer quelqu'un d'autre. L'importance du relooking, on peut pas se trouver le prince charmant avec un sac poubelle sur la tête, quoique s'il pleut dans la rue, quoi. Alors, l'histoire du relooking, c'est une des originalités de ce livre. En fait, ce que je voulais, c'était vraiment montrer, passer au laser, les différentes tendances actuelles qu'on peut trouver autour de l'amour, que ça soit les sites de rencontres, les applications de rencontres. Il y a quand même aujourd'hui tout un business autour de l'amour et de la séduction. Et l'idée, c'était non pas de mettre en garde, mais en tout cas de montrer que ces options existent et que on peut les considérer. Et le relooking, on connaît les émissions d'M6 par exemple consacrées au sujet, sont une de ces options. Et donc j'ai pris des exemples de la littérature classique, par exemple Marius qui veut se rhabiller et s'habiller différemment pour séduire Cosette qu'il croise au Luxembourg. Ça, c'est des cas de relooking qu'on avait déjà au 19e siècle. Et aujourd'hui, donc, quand on a toutes ces émissions de relooking qui existent, j'ai envie de dire que Christina Cordula n'avait rien inventé. Victor Hugo l'avait fait avant. Oui, donc il est important de faire attention à soi. Est-ce qu'on a le droit d'y aller? Vous parlez de Phèdre.
Est-ce qu'il n'y a pas des interdits finalement à cet amour? Il y a parfois des amours, on va dire, amours incestueux, interdites, incestueuses. Alors incestueuse, c'est encore un cas très très particulier, mais il y a parfois des amours compliqués. Et certains d'entre nous peuvent, à un moment de leur vie ou par répétition, se plonger dans des histoires interdites ou condamnées d'avance. Et l'idée, c'était vraiment pas de dire non, faut pas y aller, ou moi je suis absolument pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais encore une fois, j'ai pris des exemples dans la littérature de cas comme ça en me disant voilà, ces options-là existent. On peut par exemple, comme Renée, l'héroïne de La Curée, qui va se mettre en couple et avoir une liaison avec son beau-fils. On peut avoir une liaison amoureuse avec quelqu'un qui nous est a priori interdit. Il faut simplement savoir quel peut en être le prix ou quels peuvent en être les dangers à un moment. Et les conséquences à la fin sont rarement positives. Alors justement, dans vous parlez de Thérèse Raquin dans ce chapitre-là, et vous dites Laurent et Thérèse connaissaient la fièvre d'une relation passionnelle. Le quickie semble d'ailleurs avoir été inventé pour eux. C'est quoi le quickie? C'est ces disques à démaquiller là ou non? Non, pas du tout. Le quickie, c'est ces rapports sexuels qui durent quelques minutes seulement. Et en fait, dans Thérèse Raquin, qui est le 3e roman d'Émile Zola, on a Thérèse qui est mariée avec Camille, qui est un jeune homme malade, souffreteux, qu'elle n'aime pas du tout, et elle tombe amoureuse du meilleur ami de son mari. Et en fait, ils vont vouloir liquider le mari encombrant, avoir une liaison tous les deux. Et en fait, au début, Thérèse habite dans la même maison que son mari et sa belle-mère. Ils se retrouvent pour des étreintes très furtives de temps en temps entre deux portes. Voilà. Ah, c'est ça le quickie, c'est vite fait et bien Zola fait. l'explique. C'est vite fait bien fait. C'est comme les lapins. On va dire ça. Bon, alors être libre et être disponible, c'est deux choses différentes. Ah, je pense que c'est deux choses différentes. On peut être libre, c'est-à-dire a priori être célibataire, pas dans une configuration entre guillemets interdite, avoir a priori tous les feux verts pour pouvoir vivre une relation, et pourtant ne pas être disponible. Être disponible, c'est quoi? C'est être à un moment de notre vie où on va déménager, pas être disponible pour des raisons affectives, professionnelles, personnelles. Et par exemple, dans le roman Manon Lescaut de l'abbé Prévost, roman du XVIIIe siècle, on a au début du roman la très jeune Manon Lescaut qui a 14-15 ans, qui rencontre le jeune Des-Grieux. Et Des-Grieux, qui est un jeune homme de bonne famille, qui est destiné à un brillant avenir et à faire des études, rencontre cette jeune fille qui est comme lui célibataire. Il tombe fou amoureux, mais dès le début, on sait qu'ils ne sont pas disponibles. Lui doit faire des études et elle est envoyée au couvent, comme elle le dit au début du roman, pour empêcher son penchant au plaisir. Elle a déjà 14-15 ans et ses parents veulent l'envoyer au couvent pour la canaliser. Parce qu'en fait, Manon, c'est une prostituée. Donc les deux sont libres. Manon et Des-Grieux pourraient vivre leur histoire d'amour, mais dans les faits, ils ne sont pas disponibles. Et c'est toute l'histoire du roman. Alors il y a ça, mais il y a aussi le fait que, en ce qui nous concerne, on sait si on est libre ou disponible, mais en ce qui concerne la personne qu'on va rencontrer, comment savoir s'il est libre? Parce qu'il y en a plein qui mettent leur alliance dans la poche. Donc il y a dans votre livre une façon de peut-être s'assurer que la personne qu'on a en face de nous est vraiment disponible et libre. C'est quand même, il faut quand même s'en assurer un peu. Donc il y a quelques questions à poser, c'est dans le livre. Il faut quand même s'en assurer. Et il y a vraiment des questions, je dirais, de bon sens à se poser. Et pour parler de ça, je parle notamment de Tholomyès, qui est le père de Fantine, le père de Cosette dans Les Misérables. Et celui qui va rencontrer Fantine, qui est donc la mère de Cosette, va rencontrer un jeune homme qui est étudiant au quartier latin, qui est un jeune homme très charismatique, qui a priori a plein de choses pour lui et la fascine complètement. Et en fait, on se rend compte dans le portrait qu'en fait Victor Hugo qu'elle ne sait rien de cet homme, qu'il la berne complètement et qu'elle n'est absolument pas lucide sur ses choix. Et en fait, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que si on se pose les bonnes questions dès le début, et même des questions assez simples, que ce soit, mais est-ce que tu es libre? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Où habites-tu? Est-ce que tu es libre ce soir? On peut souvent, je dis pas à tous les coups, mais souvent savoir si effectivement une personne est disponible. Voilà, mais c'est des questions de bon sens qui marchent pas à tous les coups, mais qui sont des pistes à explorer. Alors, souvent la femme parfaite est une chieuse. Il y a des filles qui sont gentilles, trop gentilles, elles gardent pas les hommes. Et les chieuses, par contre, en général, il n'y a pas de problème. C'est dans votre livre, la femme parfaite est une chieuse. C'est quoi d'être une chieuse?
Être une chieuse, il y a plein de façons d'être une chieuse et effectivement, je pense que la femme parfaite peut vraiment énerver et remporter le gros lot. Être une chieuse, c'est, je dirais, c'est incarner une certaine résistance. C'est dire non ou dire peut-être, je sais pas, plus tard, quand on attend un oui ou un non. C'est ne pas donner des réponses claires et c'est être souvent dans le rapport de force. Et bien souvent, moi j'ai entendu des amis ou des gens dire ah mais je comprends pas, c'est une vraie chieuse, elle est toujours en couple ou elle a aucun problème ou il est tellement gentil alors qu'il est avec une chieuse. Mais souvent la chieuse, j'ai envie de dire, va instaurer un rapport de force qui va permettre finalement d'instaurer un jeu dans la relation amoureuse. Alors là, vous avez pris le cas d'Ariane Daulbe dans Belle du Seigneur, qui dit « Mon ex-mari Adrien Deume disait que j'avais un réel don pour l'écriture. Je dois le reconnaître, je suis très douée pour remplir les chèques. » Je trouve ça génial. Alors ça, faut savoir que donc c'est Ariane Daulbe, le personnage de Belle du Seigneur d'Albert Cohen. C'est pas du tout Albert Cohen qui écrit ça. Hein. C'est moi qui fais parler les personnages de romans et qui présente donc Ariane, qui est mariée à Adrien, piètre fonctionnaire à la Société des Nations, et qui tombe amoureuse follement du patron de son mari. Là encore, une histoire d'amour interdite, mais Ariane va quitter son mari pour vivre avec Solal, et ce dont on se rend compte, c'est que cette Ariane est absolument a priori parfaite sur le papier, mais elle a un tel désir de perfection qu'elle en devient absolument insupportable. Elle devient une attachante, comme vous dites dans votre livre. Non, ça c'est Manon Lescaut, l'attachante. Ça c'est Manon Lescaut, l'attachante. Non, je dirais qu'Ariane, c'est une éthérée compliquée. On va faire une première pause musicale. Vous avez choisi un vieux morceau de musique. J'ai les cheveux dans le vent, le soleil me trace la route qui m'emmène à travers champs, retrouver l'amour et le printemps. Brigitte Bardot, c'était en 64. Là, vous êtes en 2017 sur l'antenne d'IDFM avec Sarah Soquet. Rencontrer, séduire et garder l'âme sœur. Autour d'un livre aux éditions Erol, la première fois que Bérénice vit Aurélien, elle le trouvera franchement con. Vous avez choisi cette musique. Pourquoi, Sarah ? J'adore les chansons de Jean-Max Rivière qui correspondent à la période de jeunesse de Brigitte Bardot. Il en a écrit plusieurs pour elle et c'est toujours le même ton très léger que j'aime beaucoup et c'est très gai. Et voilà. Et d'ailleurs, J'ai les cheveux dans le vent, c'est une des chansons préférées de Sandrine Bonner. Et je sais qu'elle a écrit un livre de mémoire et elle a donné à ce livre un titre, Le soleil me trace la route, et ça vient de cette chanson. D'accord, on a oublié de dire que vous êtes né en 83, vous vous êtes passionné très tôt pour la littérature et vous enseignez et vraiment j'envie vos élèves depuis 10 ans en lycée, vous devez être une merveilleuse prof de lettres. En 2012, avec votre mère qui est ingénieure, vous sortez l'application Un texte un jour sur l'Apple Store dans la catégorie littérature. En 2013, vous déclinez toutes les deux le concept avec Un poème un jour ou A test a day et Un texte un Eros. Vous avez été intervenante lors du Texé Woman en 2013. Vous êtes férue de digital. Parlez-nous un tout petit peu de Un poème un jour, Un texte un jour. En fait, ce sont deux applications de littérature classique. Alors, des applications, ce sont un moyen d'avoir tous les jours sur smartphone ou sur tablette des textes de littérature. Et c'est quelque chose que j'ai créé avec ma mère qui était ingénieure. Il y a maintenant 4-5 ans, on s'est dit, à force de discuter de mes élèves qui avaient de plus en plus de mal à lire sur papier, on s'est dit un jour toutes les deux, mais si on faisait quelque chose ensemble et si on créait un moyen d'avoir tous les jours un court texte de littérature sur son smartphone. Et c'est parti d'une discussion un peu informelle. Et donc, elle a travaillé sur toute la partie technique et moi sur toute la partie littéraire. Et après quelques mois de travail, on a sorti une première application. Ça a tout de suite bien marché. On a eu la chance que ça plaise. Et donc, on en a créé 3 autres après. Un poème un jour sur la poésie française. A Text a Day, qui est une application entièrement en anglais sur la poésie et la littérature anglo-saxonne de manière générale. Vous pouvez lire Shakespeare, Mark Twain, Virginia Woolf sur votre smartphone, et Un texte un Eros, qui est la dernière sur la littérature amoureuse et érotique française. Eh ben, dites donc, ça en fait 4, hein. Voilà. Ça en fait 4. Alors aujourd'hui, c'était, donnez-moi son nom, son vrai nom et pas son pseudo que j'ai oublié.
du texte un jour, je vous ai dit tiens, je pensais aujourd'hui comme texte c'était la marquise de Sévigné. Oui, mais son vrai nom Marie de Rabutin Chantal. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on découvre des choses qu'on connaît pas forcément, puisque moi je ne savais pas que la marquise de Sévigné c'était un pseudo finalement. Oui, c'était un pseudonyme et en fait chaque texte qu'on peut lire sur l'application, sur les applications, sont accompagnés d'une biographie de l'auteur, d'une présentation du texte, de quelques éléments d'explication et aussi de jeux. On a presque 2000 jeux de littérature dans un texte un jour et c'est un outil aussi bien pour les gens qui veulent relire des classiques que pour des lycéens qui veulent réviser le bac français par exemple. Alors, on repart dans la première fois que Bérénice vit Aurélien, elle le trouva franchement con. S'inscrire sur un site de rencontre, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe maintenant ou il n'y a pas d'autres moyens? Parce que je pense que les sites de rencontre, c'est plutôt des sites pour des rencontres éphémères, non? J'aime à penser qu'il y a d'autres moyens et par exemple pour ma part, il se trouve que j'ai pas rencontré mon mari sur un site de rencontre, mais ces moyens existent aujourd'hui et comme je le disais tout à l'heure avec le relooking, ce sont des options qui existent et qu'il me paraît difficile de laisser de côté. Mais moi je suis née en 83, je dirais que dans les gens plus jeunes que moi, de plus en plus, je vois que beaucoup de gens se dirigent vers des sites de rencontre et c'est un moyen comme un autre qui existe. J'ai envie de dire que le site de rencontre c'est le bal populaire d'il y a 40-50 ans. Et je connais des gens qui ont trouvé l'amour sur ces sites. Et ce n'est pas que pour des rencontres éphémères. En tout cas, je ne crois pas. Alors, vous donnez dans votre livre, je sais plus à quel moment, la façon dont les gens se rencontrent. La première chose, c'est en dansant, en général. Ah oui, à un moment, je parle j'ai passé en revue tous les lieux de rencontre dans la littérature amoureuse. Parce que le livre propose des statistiques et voilà, je passe en revue les différents lieux et je dis par exemple que souvent on se rencontre à l'église ou dans les transports en commun de l'époque, à savoir par exemple les calèches, donc dans les lieux, j'ai envie de dire publics. Et, à l'époque. À l'époque, dans les lieux publics de l'époque. À l'église, maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, mais à l'époque, les calèches aussi. L'église et les calèches sont les lieux de rencontre qui sont aujourd'hui les métros, Et par exemple, je dis aussi qu'on peut se rencontrer en boîte de nuit. Et la boîte de nuit dans la littérature, c'est le bal. Et la scène de bal en littérature, la rencontre amoureuse autour d'une scène de bal, c'est un thème majeur. Les balles des débutantes aussi, le premier bal, la façon dont elles s'habillent et tout. Alors, quand on rencontre quelqu'un, il faut éviter de lui raconter dans le premier quart d'heure tous ses déboires et surtout avec l'ex, hein, c'est pas comme ça que ça se fait. Vous dites, rappelez-vous que les personnes que vous rencontrez ne sont en rien responsables de vos déconvenus et il serait à la fois injuste et indélicat de leur faire payer. Il faut éviter de se livrer trop. Ça, j'y crois beaucoup. Je crois qu'il y a deux choses. Faut peut-être éviter de se livrer trop tôt, tout de suite. Et surtout, il faut surtout éviter de faire payer à l'autre nos problèmes, erreurs ou échecs passés. Quand on rencontre quelqu'un, la personne qu'on rencontre n'est pas responsable de ce qui nous est arrivé avant. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Et un des points importants de ce livre, au-delà de la littérature classique, est vraiment j'ai essayé d'inculquer une espèce de bienveillance dans l'idée qu'on a le droit de se tromper en amour, on a le droit de faire des erreurs, d'avoir des erreurs de parcours. L'important quand on rencontre, à mon sens, une nouvelle personne, est d'essayer de pas lui faire payer notre passé. Oui, c'est-à-dire qu'on mène son passé devant. On va vers son passé au lieu d'aller vers au moins le présent et pourquoi pas l'avenir. Alors les sous-doués. Là, vous prenez Frédéric Moreau, l'éducation sentimentale. Alors je vais passer en revue les personnages qui connaissent de nombreux échecs en amour parce que ça arrive. Et Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale, c'est par excellence le héros qui fait les mauvais choix, qui n'est jamais lucide, qui va passer à côté de l'amour de sa vie qui est Madame Arnoux, une femme mariée inaccessible. Et parce qu'il passe à côté de cette femme mariée, il va constamment la rechercher à travers d'autres femmes. Et ces autres femmes vont souvent se rendre compte que finalement, c'est toujours Madame Arnoux qu'il recherche. Et c'est un homme qui sera malheureux toute sa vie. Et ce roman, L'éducation sentimentale, est une anti-éducation sentimentale, si je puis dire. Flaubert, hein. C'est Flaubert, oui. C'est Flaubert. Alors, pour ceux qui sont un peu timides, on a quand même, à notre époque, les SMS. Donc, on Tout à fait.
Est-ce que donne-moi ton 06 comme vous dites si bien et je t'enverrai un SMS. Il y a des erreurs à pas faire aussi. Il y a des erreurs à pas faire. En fait, au niveau des SMS, j'ai imaginé une journée dans la vie de personnages littéraires de toute époque confondue, en imaginant les SMS qu'ils pourraient recevoir et les SMS qui seraient des déclarations d'amour. Par exemple, Emma Bovary qui enverra un texto à Rodolphe pour lui dire « Tu es grand, tu es fort, tu es beau ». Et ça, c'est mot pour mot dans Madame Bovary. Donc, je passe en revue ces différentes déclarations d'amour et je passe en revue les erreurs qui peuvent être faites aujourd'hui avec un smartphone, c'est-à-dire le texto qui est envoyé à la mauvaise personne, comme par exemple Esmeralda dans Notre-Dame de Paris qui reçoit un texto de Phébus, mais ce texto va être intercepté par une autre personne, elle aussi amoureuse d'Esmeralda, donc ça c'est des choses qui arrivent. Mais il y a aussi par exemple d'autres cas, il peut y avoir aussi, j'ai pris l'exemple du héros Swann de Proust, Swann qui dans Un amour de Swann est amoureux d'Odette. Et dans le livre que j'ai écrit, j'ai imaginé qu'il lui envoyait un texto en lui disant « je vous bise ». Ouais. Je vous fais la bise et en fait il écrit je vous bite. Ouais, et donc je dis que le texto part et je dis il y a mais peut-être qu'Odette il y a pas de correcteur et le smartphone a écrit tout seul le SMS qui est parti. Ouais, peut-être qu'Odette attend que ça, donc des fois il y a des lapsus qui sont révélateurs. Non. Alors donc vous avez des fragments d'un texto amoureux en 24 heures de la vie d'une correspondance 2.0. Il faut prendre son temps quand même pour trouver l'âme sœur. C'est pas la peine de se précipiter sur le premier venu. Je crois qu'il faut pas en tout cas, il faut pas se précipiter dans le peut-être dans le choix. Je pense qu'il faut être s'il y a un moment où il faut être vraiment vigilant, c'est dans la question du choix. Et si on y arrive, bien sûr, il faut être vigilant dans la question du choix et il faut être vigilant après dans certaines étapes pour vérifier, j'ai envie de dire la validité à la fois de nos sentiments. Est-ce que nos sentiments sont sincères et est-ce que la personne qui est en face de nous l'est aussi. Et prendre son temps est vraiment un des moyens d'effectivement vérifier notre choix, parce que c'est pas parce qu'on a envie d'être en couple qu'on va avoir envie d'être avec cette personne. Et c'est un moyen aussi de vérifier la sincérité de l'autre personne. Oui, mais avant, je veux dire, dans la littérature, là, on pense aux Misérables avec... Ça peut durer très très longtemps, les fiançailles. On n'a plus, nous, ces histoires de fiançailles, de moments où on met un peu l'autre à l'épreuve. Ça semble un peu aujourd'hui, tout va plus vite. Mais c'est pas parce que tout va plus vite que ces mises à l'épreuve n'existent pas. Elles existent peut-être d'une autre façon. Elles existent d'une façon plus rapide, avec, par exemple, le fonctionnement des sites de rencontres ou des applications de rencontres dont je parle, sont une autre façon de mettre à l'épreuve. Beaucoup plus violente, beaucoup plus rapide, peut-être pas les meilleures, ou peut-être qu'elles reposent un peu trop sur des choix irrationnels, mais on a encore aujourd'hui des mises à l'épreuve. C'est juste peut-être qu'elles vont plus vite, et qu'elles sont différentes. Alors, il faut pas se raconter d'histoire non plus, il faut pas justement vivre, devenir une héroïne d'un ou deux romans qu'on a vus, vouloir devenir. Vous parlez d'Emma Bovary. Vous dites que ça a donné son nom au bovarisme. Elle perçoit la réalité au travers de romans d'amour qu'elle a lus et passe son temps à se raconter des histoires. Le bovarisme, c'est ça. Le bovarisme, c'est ça. Emma Bovary, c'est la grande héroïne de Flaubert. Et d'ailleurs, Flaubert a dit Emma Bovary, c'est moi. Et donc, Flaubert a mis en scène deux grands héros, Emma Bovary et Félix Moreau, qui sont les deux grands héros de l'échec amoureux. Et Emma Bovary, c'est une femme qui est amoureuse de l'amour, c'est-à-dire une femme qui va grandir et être biberonnée littéralement au roman d'amour. Et quand elle se marie avec Charles, qui est finalement le premier homme qu'elle rencontre et qui se présente à elle, elle va tout de suite l'épouser et avoir des idées ou des attentes beaucoup plus grandes qu'elle. Et sa vie va être un immense échec parce que elle va sans cesse être confrontée à ses attentes et à des déceptions. Ses attentes ne sont jamais comblées. Mais est-ce qu'on n'est pas tout un peu comme ça ? Je pense quand même qu'Emma Bovary, c'est un cas presque clinique, parce que Emma, elle va prendre quand même beaucoup d'amants, va à chaque fois se tromper, recommencer, et c'est vraiment l'exemple typique de la personne qui est incapable de se remettre en question et d'avoir une analyse lucide. On peut se tromper une fois ou deux. Emma Bovary, c'est quelqu'un qui littéralement se perd dans la relation amoureuse. Alors vous dites aussi qu'il faut laisser une chance
Ce chapitre a pour but de vous inviter à la compréhension, à la mansuétude. Il faut pas non plus juger trop vite la personne qu'on a en face de soi. Ça, je pense que c'est un de nos grands problèmes du siècle. Je dirais qu'aujourd'hui, on va très vite et on va peut-être aussi trop vite pour juger les gens ou passer à autre chose. C'est comme dans ces applications de rencontres où, d'un pouce ou d'un mouvement du pouce, on peut balayer quelqu'un. L'idée, c'est que c'est pas parce que un premier, deuxième ou troisième rendez-vous s'est mal passé qu'il faut peut-être tout de suite fermer la porte. Et je prends par exemple, le roman Aurélien d'Aragon, le roman qui commence par une phrase qui est restée très connue. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Aurélien et Bérénice se rencontrent au début du roman et a priori c'est très mal parti. Aurélien trouve Bérénice franchement laide. Mais ce qui se passe, c'est que Aurélien, qui trouve Bérénice un peu fade, c'est une provinciale qui arrive de nulle part. Lui, c'est un dandy parisien, elle est mal très, habillée. Très snob. Elle est mal habillée, mais elle a une chose pour elle. Elle a un prénom incroyable. Elle a le prénom, comme il dit, d'une princesse d'Orient, parce que Bérénice, c'est la Bérénice de Racine. Et Aurélien, il a lu Racine, il se rappelle de cette pièce de Racine, et en fait, il va tomber amoureux de Bérénice. Mais il va tomber amoureux non pas de Bérénice presque, mais de son prénom et de l'idée qu'il s'en fait. Et en fait, donc le roman va raconter comment cet amour entre Aurélien et Bérénice ne va pas se faire. Mais si Aurélien s'était arrêté à la première impression, elle est franchement laide, je ne veux pas du tout la revoir, il n'y aurait pas eu de roman. Et là, c'est vraiment l'idée que Aurélien finalement a quand même réfléchi et en analysant, il s'est rendu compte que il y avait quelque chose pour Bérénice. Et d'ailleurs, c'est le titre de mon livre. Le titre de mon livre, c'est La première fois que Bérénice vit Aurélien, elle le trouva franchement con. J'ai décidé de faire un pied de nez au roman d'Aragon en montrant qu'on pouvait à la fois parler de littérature avec humour et en prenant un autre point de vue, le point de vue de Bérénice. Parce que finalement, on ne sait pas du tout ce qu'a pensé Bérénice la première fois qu'elle a rencontré Aurélien. Bah oui. Et c'est l'idée que voilà, on prend un autre point de vue sur la littérature. Alors, dans votre livre, il y a des passages. Donc, je voudrais que vous nous lisiez ce passage. Attendez, j'attrape le livre. Le passage, la première fois que Bérénice vit Aurélien, elle le trouva franchement con. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient, sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune, il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois. Qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé après coup. Mais Bérénice, drôle de superstition, voilà bien ce qui l'irritait. Il y avait un vers de Racine que ça lui remettait dans la tête, un vers qu'il avait hanté pendant la guerre, dans les tranchées, et plus tard démobilisé. Un vers qu'il ne trouvait même pas un beau vers, ou enfin dont la beauté lui semblait douteuse, inexplicable, mais qu'il avait obsédé, qu'il obsédait encore. Je demeurai longtemps errant dans ses arrêts. En général, les vers, lui, mais celui-ci lui revenait et revenait. Pourquoi ? C'est ce qu'il ne s'expliquait pas. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres ? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres ? Et de FM 98 de la bande FM avec Jacqueline Taïeb, la fac de lettres choisie par Sarah Soquet. Un véritable outil d'auto-coaching, ce guide positif en 7 étapes vous propose de vous appuyer sur les cas de la littérature pour vous épanouir dans votre vie amoureuse. Vous y découvrirez comment faire les bons choix dans Les Misérables. Vous comprendrez l'importance de déclarer sa flamme dans Orgueil et préjugés, et vous cesserez de vouloir reconquérir votre ex après avoir relu Gatsby le Magnifique. Plus encore, vous constaterez que les classiques de la littérature n'ont jamais été aussi modernes et que, s'il l'avait pu, D'Artagnan, Belle Amie ou Manon Lescaut n'auraient probablement pas hésité à se connecter avec leur smartphone et à envoyer des textos enflammés.
Du site de rencontre au relooking en passant par les réseaux sociaux et la télé-réalité, aucune des questions contemporaines n'est occultée. Sarah Soquet, vous allez faire une suite, vous m'avez dit peut-être. Ah, j'aimerais beaucoup. Oui, ça c'est sera pas quoi, impossible. ça sera quoi la suite? Ah, pour l'instant, je peux pas en parler. Ah, bah, on dit rien. Voilà. Mais il faut vendre le premier déjà. Ouais, alors bon, c'est amusant parce que ceux qui n'ont pas beaucoup lu finalement vont apprendre par exemple ne pas brûler les étapes, la carte du tendre. C'est quoi la carte du tendre? La carte du tendre, c'est un concept qui a été inventé au XVIIe siècle par une femme qui s'appelait Madeleine de Scudéry. Madeleine de Scudéry, c'était une précieuse, et les précieuses, c'était un mouvement littéraire comme le baroque ou le classicisme qui prônait l'élégance et le raffinement extrême, quitte à en être ridicule. Et Molière s'est même moqué de ce qu'il a appelé les précieuses ridicules. Et Madeleine de Scudéry, qui était donc une précieuse, a inventé la carte de Tendre. Donc Tendre, c'est un pays. Et c'est un pays au sein duquel on peut voyager. Et il y a une carte qui a été faite. Et Tendre, c'est le pays de l'amour et de la félicité amoureuse. Mais pour arriver à cet amour heureux, à cette félicité, il faut passer par plusieurs étapes très codifiées, qui sont il y a le lac de la bienveillance ou le marécage de l'attente, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui a été mis dans un roman qui s'appelle Clélie, et dans ce roman Clélie, il y a une véritable carte. Et ce que j'invite à faire, j'invite les lecteurs à faire leur propre carte de Tendre, qu'ils représentent eux-mêmes leur vision de l'amour et leur vision de leur paysage amoureux. Et leur carte de Tendre pourra être une île paradisiaque ou un paysage irlandais sauvage. Enfin voilà, c'est arriver en passant par le dessin à finalement à cerner ses propres attentes et sa propre conception de l'amour. C'est là où on tend. C'est la carte vers ce qu'on tend on tend du verbe tendre à aller. Voilà. C'est ce qui nous attend et selon quoi on tend. Alors, il y a un chapitre, tu couches ou tu couches pas. Les statistiques, 72% couchent, 20% ne couchent pas avant le mariage ni en dehors du mariage, 6% déclarent ne pas vouloir coucher mais finissent par coucher, et 2% aimeraient bien coucher mais n'y arrivent pas. C'est amusant ça, donc c'est plutôt... Alors c'est quoi le fantasme de la MILF ou de la cougar ? On parle souvent des cougars, de ces femmes qui sont en couple avec des hommes plus jeunes qu'elles. Mais en fait, le mythe de la cougar, ça existe depuis la nuit des temps. Et ce que j'explique, c'est que dans les romans, par exemple, de Zola ou de Stendhal comme Le Rouge et le Noir, la cougar, elle est déjà là. Et Madame de Rênal ou Madame Béraud du Châtel, chez Zola, ce sont déjà des personnages de cougars, des femmes qui, pour des motivations différentes, se retrouvent en couple avec des hommes plus jeunes. Et MILF ou MILF, littéralement Mother I'd like to fuck. C'est l'acronyme anglais de la cougar en français ou la MILF en anglais. Ça veut dire c'est la femme, la mère avec laquelle j'aimerais coucher. Ah d'accord, donc ça c'est voilà. L'homme plutôt qui désigne parle. Okay. la cougar comme ça. Ok, donc c'est donc des personnages qu'on retrouve dans Le Rouge et le Noir, vous le dites. Voilà. Alors, vous dites télécharger des applis de rencontres. Est-ce que vous avez mis des applis plus intéressantes que d'autres ? Non. Alors, je n'ai pas mentionné d'applis existantes, mais je me suis en revanche inspirée d'applis comme Happen, par exemple, ou Tinder, en imaginant l'usage qu'auraient pu en faire les personnages de la littérature, à savoir, par exemple, Nana, l'héroïne de Zola, ou le comte de Monte Cristo, ou des Esseintes, le personnage d'Arrebourg de Huysmans. Et donc, je les imagine en remplissant un profil, en remplissant leurs attentes, et en étant utilisateur de ces applications. On retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de pas trop se confier au départ. Là, il y a un chapitre de l'art de tourner sa langue dans la bouche. Pardon, avec l'école des femmes. Oui, j'explique en fait que il ne faut pas trop en dire trop tôt, et surtout il faut pas forcément se confier aux mauvaises personnes. Et ce qui se passe dans l'école des femmes de Molière, c'est que donc Agnès est une jeune fille qui est gardée par son tuteur Arnolphe. Arnolphe est beaucoup plus âgé qu'Agnès, et Arnolphe, quand elle atteint ses 18 ans, décide de la garder cloîtrée chez lui et de l'épouser.
Sauf qu'entre-temps, Agnès arrive à rencontrer un jeune homme qui s'appelle Horace. Horace et Agnès tombent amoureux, et en fait Horace va un jour se confier à Arnolphe, sans savoir qu'Arnolphe est le tuteur d'Agnès, voilà, en lui disant voilà, j'aime une femme, c'est Agnès, qu'est-ce qui se passe, enfin qu'est-ce que je dois faire. Et voilà, c'est un exemple, il y a tout un quiproquo dans la pièce assez drôle sur cette situation, sur les intermédiaires aussi. Voilà, et c'est pour dire qu'il faut pas se confier à n'importe qui. Je parle aussi par exemple des Liaisons dangereuses et du personnage de Cécile de Volanges, qui est le parfait cas d'initiation amoureuse et qui va se confier à Madame de Merteuil. Madame de Merteuil qui se présente comme sa marraine et première confidente. Et en fait, Madame de Merteuil, c'est la première personne qui va courir à la perte de la jeune Cécile. Oui, elle a une sorte de vengeance par rapport à sa mère. Ou voilà, il y a toute une vengeance par rapport à sa mère, par rapport à un ancien amant. Et c'est une véritable manipulation qui attend la jeune fille. Alors, les frères Bogdanov de la drague dans Cyrano de Bergerac et Christian de Neuvillette. Voilà, Cyrano et Christian, ce sont les deux hommes qui choisissent de séduire ensemble la même femme, Roxane. Au début de la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano est amoureux de sa cousine Roxane. Roxane qui est une précieuse, on en parlait tout à l'heure, et qui est très raffinée. Et Roxane, elle ne peut pas tomber amoureuse de Cyrano. Cyrano avec son grand nez, mais surtout sa verve, son bagou, qui prend toute la place. Et du coup, Cyrano, qui se rend bien compte de tout ça, il dit à Christian qui est lui aussi amoureux de Roxane, il lui dit, écoute, toi, t'es très beau. Moi, je suis pas beau, mais j'ai beaucoup d'esprit. On va s'associer ensemble pour la séduire. Donc voilà, c'était les frères Bogdanov, c'était l'idée sur la gémellité et de faire quelque chose à deux. Comment ruiner sa vie en 10 leçons, l'histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. On peut ruiner sa vie, le plus parfait d'oubli de soi dans la relation se trouve peut-être dans le roman d'histoire du chevalier des Grieux. Ça, tout à fait, on peut ruiner sa vie en cumulant peut-être les mauvaises décisions ou les mauvais choix, et c'est exactement ce que fait quelque part le personnage de Desgrieux dans le roman de Manon Lescaut. Je le rappelle, je disais tout à l'heure, au début du roman, Manon Lescaut et Desgrieux sont très amoureux, mais pour plein de raisons, dans l'absolu, ils ne peuvent pas être ensemble. Et Desgrieux, pour pouvoir vivre son amour avec une jeune fille qui est très différente de lui, qui a priori n'a rien à lui apporter, lui est infidèle, il va quitter ses études, abandonner sa carrière, renoncer à sa famille, il va tout quitter pour elle. Il va même faire de la prison, il va même commettre plusieurs méfaits, et c'était un personnage a priori complètement parfait et presque trop lisse qui va se transformer par amour. Et les deux jeunes gens vont même finir par être exilés en Louisiane et à quitter la France, tant ils sont assaillis par les soucis et poursuivis. Et donc il a ruiné sa vie. Il a ruiné sa vie, et en fait ce qui est incroyable dans ce roman, c'est que le personnage de Desgrieux va faire des choses absolument ignobles, mais le génie de l'abbé Prévost, de l'écrivain, c'est que Manon Lescaut et Desgrieux restent toujours incroyablement sympathiques. Voilà, il y a une question sur la morale, est-ce que Manon Lescaut est vraiment immorale ou pas, qui est assez fascinante. Et c'est un roman qui encore aujourd'hui interroge sur est-ce qu'on peut tout faire par amour, oui ou non, et surtout voilà, qui interroge est-ce que en faisant de telles choses par amour, est-ce qu'on en devient immoral ou pas. Alors, est-ce qu'il faut faire des cadeaux? Dis-moi quel cadeau tu fais, je te dirai combien tu aimes. Est-ce qu'il faut faire des cadeaux quand on rencontre quelqu'un pour se faire aimer? Pour se faire aimer, non. Pour faire plaisir, pourquoi pas, et même sûrement. Ce que j'explique surtout, c'est que dans la littérature classique, et même, je pense, dans la vie en général, ce dont on se rend compte, c'est que les cadeaux les plus beaux ou les plus importants sont ceux qui ne coûtent pas cher, mais qui ont une très forte valeur symbolique. Par exemple, dans Othello de Shakespeare, Othello offre à sa femme Desdémone un ruban. Et ce ruban est très important. C'est un objet transitionnel qui va lui rappeler l'attachement qu'il a pour sa femme, etc. Ou par exemple, Cécile de Volanges, dans Les Liaisons dangereuses, elle échange avec son amoureux Danceny, son professeur de violoncelle, ils échangent des lettres. Et ces lettres sont, pour la jeune fille, le cadeau le plus personnel et le plus touchant qu'on puisse lui faire. Donc ce que je dis simplement, c'est qu'il est peut-être inutile d'aller jusqu'à faire des dépenses somptuaires, mais que, en tout cas, qui plus est au début d'une relation, on peut faire des cadeaux peut-être moins ambitieux, mais personnels.
et que ça peut tout aussi bien toucher au cœur. Offrir un réveil, c'est peut-être pas trop la solution, hein. Alors, il y a des agences de coaching en séduction, ça existe? Je sais que ça existe. Je n'y ai jamais fait appel, mais je me suis renseignée. Je sais que ces agences existent, et j'ai donc imaginé l'agence de coaching qu'auraient pu fonder différents personnages de la littérature. Bien évidemment, les plus grands séducteurs, à savoir Valmont dans Les Liaisons dangereuses, Don Juan, le héros de Molière, Bel-Ami, le héros de Maupassant, et parce qu'il fallait quand même une femme, Manon Lescaut, de l'héroïne de l'abbé Prévost. Et donc, j'imagine qu'ils ont tous créé une société, chacun a ses atouts, chacun a sa clientèle particulière. Et bien évidemment, je me fonde sur les romans ou les pièces pour dire voilà quelles sont leurs qualités, leurs atouts en tant que coach. Et la personne qui prendrait pour coach Valmont, n'aurait pas les mêmes attentes avec un coach comme Manon Lescaut. Ou comme Don Juan. Ou comme Don Juan. C'est clair. Alors on finit, entre parenthèses, presque, tous ou toutes par trouver l'amour? Je préfère croire que oui. Et puis c'est quand même un ouvrage positif que j'ai voulu à la fois bienveillant et positif. Et ce qu'on voit, en tout cas dans la littérature classique, c'est que la plupart des personnages finissent par trouver l'amour. Et je passe quand même en revue ceux qui n'y arrivent pas. Et ceux qui n'y arrivent pas sont souvent des cas très particuliers. Il y a par exemple Quasimodo. Et pour cause. Et pour cause. Et mais c'est pas qu'il l'a pas l'amour, mais il l'a. Mais lui est pas amoureux, partagé. Mais voilà, mais elle l'aime pas. Et la fin du roman de Notre-Dame de Paris est absolument bouleversante puisque Quasimodo va décider de s'enterrer vivant avec Esmeralda, qui est morte. Donc c'est, dans la mort, il veut rejoindre Esmeralda. Je parle aussi par exemple de Gatsby le Magnifique qui court après le personnage de Daisy, qui est son premier amour qu'il n'a jamais réussi à oublier. Voilà, ça c'est un autre cas particulier. Mais il y a surtout un autre cas sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est le cas du personnage de Tante Lison dans Une vie de Maupassant. Tante Lison, c'est un personnage très très secondaire dans ce roman Une vie, où on parle d'une héroïne qui s'appelle Jeanne, qui va être malheureuse en amour. Et Tante Lison, c'est le personnage de la vieille fille, de la femme sacrifiée, que tout le monde a oublié, qu'on a laissé dans un coin à un moment de sa vie. Et je crois que ce personnage, il dit la souffrance des gens qui n'arrivent pas à être en couple, parce qu'il y a des gens qui sont célibataires, qui le restent et qui en souffrent. Je pense qu'on peut le dire. Et c'est aussi un personnage qui montre que parfois il faut faire attention à ces gens qui n'ont pas forcément envie qu'on soit heureux ou qu'on soit en couple. Ça peut arriver, je crois. Et puis moi je pense que c'est pas le tout de trouver presque pour tous ou pour toutes l'amour. Il suffit de le garder, ce sera peut-être le sujet de votre prochain livre, non? Je sais pas, mais bon, c'est pas le tout de le trouver, il faut le garder. Il faut le garder. Il y a quand même 2 couples sur 3 qui vivent, deux personnes sur 3 qui vivent seules en région parisienne. Donc c'est pas faute de vouloir vivre en couple. Non, c'est pas faute de vouloir. En tout cas, si les héros de la littérature pouvaient aider à rester en couple un peu plus longtemps, j'en serais ravie. Mais à l'époque, ils avaient pas trop le choix parce qu'une femme qui était voilà. À l'époque, ils n'avaient pas le choix, les femmes n'avaient pas le choix du tout, c'était pas la même époque. Mais l'idée, c'est quand même montrer qu'à travers certaines situations ou une certaine lecture des classiques, on trouve, à mon sens, de quoi être un peu aiguillé différemment. Alors ça, c'était pour les classiques. Peut-être vous pourriez faire la même chose avec des romans plus contemporains. On pourrait. Après, il y a la question du droit d'auteur. Oui, c'est ça. Voilà, il y a ça. Mais moi, j'aime bien la littérature classique et j'ai le sentiment que j'ai encore plein de choses à dire dessus. Alors, quel est le roman que vous conseillez, le roman que vous conseillez à nos auditeurs? Ça serait difficile de répondre et j'ai envie de dire que je les conseille tous. À titre personnel, je dois dire que j'ai une vraie passion pour le Victor Hugo romancier. Et que quand on lit Les Misérables, quand on est 10 ans, 15 ans, 25 ans ou 50 ans, je crois que c'est toujours extraordinaire. Peut-être Les Misérables de Victor Hugo. Quitte à en lire que certaines parties parce que c'est très long, mais je trouve ça bouleversant. Et peut-être un peu Les Illusions perdues aussi, de Balzac. Pourquoi pas Illusions perdues? Parce que c'est aussi très drôle et assez cruel. J'aime bien l'humour noir. Voilà. Donc, le titre s'appelle « La première fois que Bérénice vit Aurélien, elle le trouva franchement con ». Quand vous allez dire ça à votre marchand de journaux, il va vous regarder. C'est vous qui avez choisi le titre? Oui, c'est moi. À l'origine, c'était un titre de chapitre et j'ai eu l'idée d'en faire le titre du livre.
Donc, si vous dites ça à votre libraire avec une voix un peu normale, il va se demander. C'est quand même étonnant de chercher ce livre. Hein. C'est quand même étonnant. C'est un livre assez inclassable et original. Je voulais que le titre reflète cette idée. Alors, il y a une appli dédiée offerte avec 21 textes supplémentaires. Tout à fait. Il y a une application gratuite qui s'appelle Aurélien et Bérénice. Elle est sur Android et sur Apple. Et en fait, elle propose 21 textes supplémentaires qui ne sont pas dans l'ouvrage et qui accompagnent les 7 chapitres de l'œuvre. Et je tiens à dire que cette appli a été faite avec ma mère, toujours, avec qui j'avais fait les 4 applications dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est quoi les textes? C'est de quel auteur? C'est des textes de Baudelaire, Verlaine, beaucoup de poésie, essentiellement parce que c'est vrai que dans l'ouvrage il y a peu de poésie. Donc c'est vraiment un complément et un prolongement. Ok, qu'est-ce que vous pourriez dire, une phrase pour terminer l'émission, une citation qui vous viendrait sur Bérénice, sur Aurélien ou sur l'amour en général? Sans amour, on n'est rien du tout. Ah oui, ça c'est vrai. On n'est pas grand-chose. C'est qui? C'était Piaf. Edith Piaf. Ouais, c'est ça. Et puis une autre. Une autre. Vous me prenez un peu dépourvu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je réfléchis aux déclarations d'amour de la littérature que j'aime beaucoup. Il y a une citation d'Antonin Artaud. Antonin Artaud, poète et romancier du début du XXe siècle que j'aime beaucoup. Quand je lève les yeux vers vous, on dirait que le monde tremble. C'est beau. C'est très très beau. Je vous remercie beaucoup, Sarah Sauquet, SAUQUET. On vous retrouve aussi sur Facebook, Sarah Sauquet. Oui, tout à fait. Et sûrement sur plein d'autres endroits. Donc c'est à vous de les Twitter, découvrir. Instagram. Et on peut participer au Bérénice Challenge. C'est quoi le Bérénice? Le Bérénice Challenge, je demande à mes lecteurs de prendre l'ouvrage en photo dans des lieux insolites. Et il y a un hashtag Bérénice Challenge, on poste le livre. Donc j'ai Bérénice au ski, Bérénice avec Batman, j'ai plein de photos différentes. Et donc Bérénice, c'est nous? Bérénice, c'est le livre. C'est le livre, d'accord. Bérénice, c'est le livre. Donc on prend le livre en photo, un peu comme chez soi ou comme dans une mise en scène et on le poste sur les réseaux sociaux. Un peu comme les nains d'Émilie Poulain. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Non, je trouvais qu'il fallait trouver... Fallait faire des photos d'Aurélien quand on le trouve franchement con, mais non, ça c'est une autre histoire. Je vous remercie beaucoup, Sarah Sauquet. Merci Joël, c'était un plaisir. Merci.